Ok, bienvenue dans l'épisode 10 de Story First. Alors, là je suis pas tout seul, là tout de suite, je suis dans ma voiture au bord du lac du Bourget avec une très belle vue et il y a Thomas qui édite juste à côté, donc si vous entendez des bruits de clavier, c'est normal. Mais avant que je me perde, je vais vous introduire ce podcast. Donc bienvenue dans Story First, c'est l'épisode 10. Je m'appelle Clément, j'ai mon entreprise de production de vidéos depuis 4 ans. Je suis principalement spécialisé dans le sport outdoor comme le ski, le trail, le VTT, mais aussi le sport mécanique comme la moto. Je travaille pour des marques comme The North Face, KTM, Ducati, et sur des événements comme le Dakar ou la Maxi Race. Depuis plus d'1 an, je cherche à pivoter mon entreprise pour réaliser des documentaires, parce que c'est vraiment le format qui me plaît le plus aujourd'hui. Dans ce podcast, du coup, je te partage toutes les semaines ma quête pour devenir un meilleur réalisateur et directeur de la photographie dans le film documentaire. Dans chaque épisode, je fais souvent le lien entre le monde de la vidéo, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Moi, mon équilibre, il se trouve dans le 50-50 entre la partie business et la partie artistique, et c'est cette vision que je te partage ici. Voilà, quand je dis la partie artistique, ça peut être le cœur d'activité, si toi, tu n'es pas dans un domaine où c'est de l'art, ton cœur d'activité dans ton business. L'objectif pour toi, c'est que tu te questionnes aussi à travers mes propres idées, et que tu aies appris au moins une chose à la fin de cet épisode pour devenir meilleur dans ton domaine. Toujours les 3 mêmes règles pour ce 10e épisode, pas de préparation, pas de montage et pas de réécoute. Voilà, et pour la structure de ce podcast, on va commencer par les actus de la semaine, en pro et en perso, et après je te partagerai les idées et les questionnements que j'ai eus. Donc c'est toujours des expériences personnelles, ça vient de mes lectures, de mes rencontres, de mes discussions, et c'est vraiment des observations empiriques, donc pas des leçons ou des morales de vie. Si cet épisode t'a plu, je te laisse t'abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. J'en vois pas mal qui sont abonnés sur Spotify et qui n'ont pas laissé 5 étoiles. Alors, merci pour le soutien à ceux qui l'ont fait. Et si toi, c'est pas encore le cas, let's go. Et tu peux aussi venir me dire ce que tu as pensé de cet épisode sur Instagram, @clément_armand ou en commentaire YouTube. Bon, cette semaine, messieurs, dames, il s'est passé plein de trucs. C'était chargé. Dernier épisode, c'était mercredi dernier. On était... on va faire Previously dans Story First. La semaine dernière, je vous parlais de mon tournage à Nové Mesto, donc sur une Coupe du Monde de vélo. Et j'ai sorti l'épisode un peu tard, le mercredi. Et donc depuis ce mercredi, il s'est passé un long week-end. Je vois plus comme un long week-end que comme une semaine. Il s'est passé plein de choses. Donc dans le dernier épisode, on avait abordé pas mal de choses autour de ma vision pour devenir meilleur en réalisateur de documentaires. Et cette semaine, on va plutôt aborder, donc dans les idées que j'ai notées, qu'on abordera après les actus, la production. Voilà, comment j'ai géré la production de la Maxi Race ce week-end. Donc c'est ça les actus. Et on va voir tout ça en détail. J'ai noté notamment des points d'amélioration, ce qu'on pouvait faire mieux. Et je vais vous partager un petit peu comment ça s'est passé. Je vais faire aussi une vidéo sur YouTube avec donc Thomas. Thomas, c'est mon stagiaire pour tout le mois de juin, qu'on sortira en fin de semaine et qui reprendront sûrement les idées que je vais évoquer dans ce podcast. Voilà, ce podcast est toujours un endroit où je teste, qui n'a pas préparé et qui me permettra plus tard d'utiliser les idées que j'ai eues et qui sont les plus pertinentes en les préparant un peu plus et en sortant des vidéos sur YouTube un peu plus travaillées. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine ? Donc la semaine dernière, je vous ai dit que j'étais sur Gap. J'en ai profité pour faire tous mes backups. Donc ça faisait un mois et demi que j'étais pas rentré, donc j'avais au moins 5-6 projets à backup, pas mal de préparation de disques aussi, donc vider tous mes disques, parce que là je suis parti aussi. Alors j'avais prévu de partir pour tout le mois de juin, j'ai peut-être repassé mi-juin chez moi au bureau pour backup les disques. Mais voilà, c'est vraiment une grosse problématique qu'on a. On a beaucoup de rush. Je ne sais pas combien on en a eu ce week-end sur la Maxi Race, mais je sais pas, par exemple, le Dakar cette année, c'est quasi 4 Tera de rush. Donc il faut que je prévoie des disques. Je prévois des disques pour Nico, je prévois un disque pour Thomas. Donc c'était une grosse logistique. J'ai tout qui est sur le NAS à la maison. J'ai 2 gros NAS à la maison. Et voilà, donc la gestion des données, c'est une grosse problématique qu'on a. Donc j'ai essayé de faire ça bien. J'ai pris une bonne demi-journée, enfin un peu moins d'une demi-journée pour avancer ça et faire ça clean. Et être sûr de rien perdre, de tout stocker propre et de pouvoir m'y retrouver facilement. Après, j'ai fait des trucs classiques.
genre des messages, des appels, des relances clients, mais c'est des trucs pas obligatoires et que quand on est dans l'opérationnel, je vous parle pas mal d'opérationnel ou d'idées ou de gestion, mais il y a ces trucs-là où il faut toujours en faire un petit peu. Et ensuite, je suis parti le jeudi pour Annecy. Donc là, c'était le début. Enfin, j'ai fait toute la fin de ma pré-prod à Annecy. Donc je suis allé chez Benoît, qui s'occupe de la com de la Maxi Race. Et on est bien copains là depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans. Et donc c'est lui qui m'a hébergé, qui a hébergé toute l'équipe pour ce week-end. Donc je l'ai rejoint là-bas. C'était trop cool. On est allé boire un coup, manger au resto et tout. Il y avait aussi Fred Machabert qui était là, donc c'était trop bien d'être avec eux. C'est des gars qui ont travaillé beaucoup dans le journalisme et depuis 20 ans en fait. Donc ils ont une expérience, ils ont des anecdotes, des histoires de fous. Donc c'est super intéressant pour moi. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit en intro, moi j'ai 22 ans. Et eux ils ont entre 40 et 50. Fred, je sais pas quel âge il a exactement. Et l'expérience que tu prends à travers eux, c'est trop cool. Et du coup, on en a profité aussi avec Benoît pour faire les derniers ajustements qu'on avait à se caler pour le week-end. Il y a pas mal de trucs qui ont bougé au fil du week-end, donc ça, on en reparlera plus tard. Mais on a notamment fait la stratégie de Reels, quand est-ce qu'on les postait, quand est-ce que je lui livrais quoi exactement. On avait déjà tout prédéfini, mais là, on s'y est recalé en fonction de tout ce qui s'est passé, des derniers briefs qu'on a eu du client, etc. J'ai aussi restructuré mes disques, donc j'ai préparé mes disques. Ça prend pas beaucoup de temps, mais tu gagnes un temps fou. Tu vois, je prépare mes musiques avant, je fais tous mes dossiers. Ça va être dans le Reels qu'on sort aujourd'hui d'ailleurs. J'ai fait aussi les courses pour l'équipe de prod et j'ai fait ma stratégie Instagram. Donc là, je fais un Reels par jour. Si jamais vous écoutez que ce podcast et que vous ne me suivez pas sur Instagram, je sais pas comment vous êtes tombé là-dessus. Je sais pas pourquoi vous écoutez ça. Quelle idée de m'écouter raconter ma vie pendant 1h30 chaque semaine. Bref, et du coup, j'ai fait toute la stratégie Instagram. Donc je l'ai fait vraiment à l'arrache vendredi et on a commencé vendredi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ça parce qu'on fait toutes les vidéos avec Thomas. En gros, il vient pendant un mois en juin pour son stage de première année. Donc je l'ai missionné de faire chaque semaine chaque semaine on a un gros projet de tournage et donc il filme le making of et il fait le montage pour YouTube. Et je me suis dit on peut ajouter à ça pour bosser pas mal et que ce soit rajouter une partie un peu plus acquisition parce que voilà, le podcast ça n'a pas trop d'acquisition, YouTube ça allait un peu plus mais pas tant. Un Reels par jour pendant tout le mois. Donc j'ai écrit toute la stratégie à ce moment-là, vendredi dernier, avant qu'on attaque. Puis j'ai croisé les gars et j'ai commencé on s'est recalé et tout. Et donc là, on va passer sur la Maxi Race. Je vais vous résumer un peu le week-end. Donc voilà, tout ce qui s'est passé en gros en business, dans les actus de la semaine. Pas trop de perso. C'est une grosse période, mai et juin. C'est toujours une période où il y a beaucoup, beaucoup de taf. Parce que, comme je vous le répète souvent dans ce podcast, on a quand même un métier qui est saisonnier. L'hiver, il y a beaucoup moins de travail. Et dans certaines périodes aussi, l'été c'est un peu plus calme aussi. Mais mai, juin et septembre, c'est souvent les grosses périodes de rush. Donc voilà, pourquoi pas d'actu perso cette semaine. Bon, la Maxi Race. Ce qu'on va faire. Vas-y, Thomas sort, t'embête pas. Thomas qui sort. Il a fini, il a bien avancé le Reels. On finira tout à l'heure. Alors, la Maxi Race, donc on s'est rejoint vendredi. J'ai toute l'équipe qui m'a rejoint. Comme ça, on a pu se caler. J'aurais filé les accrèdes. Moi, j'y suis allé tôt aussi. J'y suis allé dès le vendredi matin pour tourner des interviews. Ok, alors là, je commence à partir en couille. Faut que je commence à structurer dès maintenant. Je vais vous raconter ce que c'est plutôt l'intention avec la Maxi Race. Ensuite, je vous raconterai le déroulé. Et au final, je vais vous raconter ce que j'en retiens. On va le structurer comme ça. Si jamais vous me découvrez à travers ce podcast, un de mes objectifs avec ce podcast, c'est d'arriver à être plus pertinent quand je raconte des choses. Et donc, une des problématiques que j'ai, c'est que souvent je pars dans tous les sens parce que j'ai plein d'idées et que je ne suis pas du tout structuré. Et donc c'est pour ça que je ne le prépare pas. Je prépare un petit peu, j'ai une liste de notes, mais j'ai pas du tout détaillé, tu vois, c'est juste des bullet points. Donc là, on va essayer de structurer
en improvisation. Voilà, c'est un peu un des objectifs de ce podcast. Ça s'améliore au fur des semaines, mais c'est pas stable toutes les semaines, donc bon. Donc la Maxi Race, c'est un projet... Ouais, voilà, on va poser les termes. La Maxi Race, c'est une course de trail à Annecy qui fait le tour du lac. C'est une des plus grosses courses de trail de France et elle est assez réputée parce qu'il y a souvent une grosse densité. Cette année, par exemple, il y avait 4 coureurs qui ont déjà fini dans le top 10 de l'UTMB. L'UTMB, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est la plus grosse course de trail dans le monde, c'est le Tour du Mont Blanc. C'est un ultra trail. Ok, j'ai récupéré cette prod l'année dernière pour la première fois. Et moi, ça fait quelques années quand même que je filme des courses de trail et j'ai une approche un peu différente de ce qui pouvait se faire avant. Maintenant, on est plus nombreux à le faire comme ça, mais au début, il n'y avait pas grand monde qui avait la même approche que moi. Mon approche, c'est que quand je filmais des courses de trail, donc il y a une année où j'en ai filmé 5 la même année, au bout d'un moment, je commençais à me lasser en me disant « Putain, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, filmer des gars qui courent dans la montagne. » Alors c'est beau, c'est des beaux paysages, mais qui courent. Puis je me dis, mais en fait, j'ai l'impression de faire la même prod tous les week-ends. Alors que c'est pas le même trail, tu vois. Oui, c'est beau, c'est en montagne. Les mecs qui font de la course à pied, ils sont essoufflés, c'est dur, ils sont fiers d'eux. Mais on peut peut-être aller un peu plus loin, quoi. Et pas juste, la plupart des prods de trail à cette époque-là, voilà, encore une fois, je précise, parce qu'aujourd'hui, c'est moins le cas, c'était que des plans drone, des vues, les mecs, ils se calaient en bas, les cadreurs, ils se calaient en bas, ils envoyaient le drone en haut, ils couraient pas trop et tout. Moi, mon approche, c'était, je vais avec eux en montagne, je les filme là-haut, je prends des réactions au micro pendant les sorties, je fais entre 25 et 30 bornes dans la journée, avec la caméra dans la main. Et puis je fais des interviews avant le départ pour avoir leur feeling, leur ressenti, j'aime trop. J'en fais aussi à l'arrivée, je prends des débriefs de course, des têtes de course, et comme ça, quand je fais mon montage, j'ai l'impression de faire comme un mini documentaire, tu vois, avoir un angle un peu documentaire sur ces prods de trail, et je me régale comme ça en fait. Et donc, par bouche à oreille, je me suis retrouvé à faire plein de trails. Donc, j'ai commencé au Gap en Cime, on m'a recommandé, ce qui m'a permis derrière d'avoir trail de Champsaur, trail d'Orsières, puis le trail de Serponçon, qui était une super expérience. C'est Jean-Michel Fort-Vincent qui est en co-organisateur là-dessus. C'était trop bien, c'est lui qui s'occupait donc de la partie com. J'étais trop content. Et c'est là où j'ai rencontré Benoît aussi. Donc, et Benoît, il est ancien journaliste, comme je vous disais tout à l'heure. Et il a trop kiffé cet angle-là que j'avais où je voulais raconter des histoires. Alors c'est vrai que par exemple celui d'Orsières, c'est pas ce que j'avais fait. Celui du Champsaur un petit peu. Mais Serponçon, j'avais vraiment envie de le refaire. Et comme Benoît, c'est un truc qui lui parlait et qu'il aime bien aussi, voilà, quand tu as une culture du journalisme, enfin, tu es un ancien journaliste, tu travailles toujours dans ces domaines-là, tu as envie de raconter des choses et pas juste faire des belles images pour faire des belles images. Et en fait, ça a complètement matché aussi avec la vision de Jean-Michel Fort-Vincent. Quand j'ai livré les vidéos, elles sont sorties en V1, je crois, quasiment à chaque fois. Et voilà, et le projet s'est trop bien passé, moi j'étais trop content. C'était le deuxième projet où on était 3. Ça fait quand même toujours bizarre quand tu commences, t'es tout seul, et puis là, il faut déléguer à 2 autres mecs, donc ça fout un peu la pression. Et en fait, ça m'a permis, après, Benoît, il bosse aussi sur la Maxi Race, et voilà, donc toujours en bouche à oreille. L'année d'après, je me suis retrouvé pour la première fois sur la Maxi Race. Et là, tout est devenu plus gros. La Maxi Race, voilà, comme je l'ai dit en introduction, c'est un des plus gros trails. Les Hautes-Alpes, je connais très bien, c'est là où je suis originaire. Annecy, beaucoup moins, donc je suis allé me faire des repérages. J'ai fait pas mal de sorties trail là-bas pour connaître exactement les spots, savoir où est-ce que je me calais pour filmer et tout. Et puis, c'était beaucoup plus exigeant parce que je passais de tout seul, ensuite à 3, ensuite là, sur la Maxi Race, l'année dernière, on était 5. J'avais un monteur, parce qu'on faisait du J+1. Ah, ça, c'est aussi une des demandes qu'on m'a fait, en fait. C'est je raconte des histoires et je fais du J+1. Mais bon, ça, c'est un peu plus standard. Enfin, en événement, tout le monde fait du J+1 aujourd'hui. Donc, pour pouvoir... la demande, c'était de toujours garder ce style journalistique, livrer des films à J+1, et il y avait aussi... c'était support de championnat d'Europe jeune, ou championnat du monde jeune. Donc, j'avais 2 gars dédiés là-dessus qui bossaient pour moi. Voilà. Pour résumer comment on en est arrivé à celui de cette année. Et donc ça s'est très bien passé. Mon client Stéphane de la Maxi Race, il m'a recontacté pour rebosser cette année. Donc cette année, c'était aussi championnat d'Europe, mais on n'a pas fait la partie championnat d'Europe.
Donc ça, c'était la Fédé de France qui s'en occupait. Nous, on s'est concentré vraiment sur la maxi. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé sur cette maxi race. Et donc, l'intention de base, c'est toujours de raconter des histoires avec les coureurs, essayer de raconter la course et d'avoir des angles un peu différents, en fait, à chaque vidéo. En fait, l'idée, c'est de ne pas raconter la même chose sur toutes les vidéos. Et donc, l'année dernière, par exemple, on avait raconté sur le premier jour, on a un peu fait les mêmes axes cette année, tu vois, mais c'est parce qu'en même temps, on va pas réinventer la roue. Mais sur la Maxi Race, on raconte le côté élite de la course. L'année dernière, c'était raconter le mélange élite-amateur. Tu te retrouves sur la ligne de départ avec des mecs qui courent l'UTMB et toi, tu es un amateur. Donc ça, c'était ouf. Et le deuxième jour, comme c'était sur la marathon, c'est une course où, quand tu pars, tu sais pas le parcours, tu as juste le profil. Et du coup, tu pars dans l'inconnu, et c'était plus ça qu'on racontait, plus le côté être dans l'inconnu, la découverte et tout, voilà, avec des interviews de gars. Cette année, Maxi Race dinguerie, il y a plein de pros qui sont là. Il y a Mathieu Blanchard, Thibaut Garivier, Aurélien Dunan-Palaz et Baptiste Chassaigne. Donc là, ce qu'on voulait raconter, c'est qu'on savait qu'il allait y avoir une grosse bagarre dans la tête de course entre ces quatre. Ils pouvaient tous prétendre à la victoire. Et donc, il fallait raconter ça. Ensuite, le dimanche, on devait raconter la marathon expérience. Donc cette fois, axé vraiment course amateur, qu'est-ce que viennent chercher les amateurs, la côté aventure et tout. Et ensuite, donc ça c'était les premières demandes. Et les demandes suivantes, c'était, on m'a dit, aujourd'hui il n'y a que l'UTMB qui arrive à sortir un Reels de la victoire 15 minutes après qu'il soit arrivé. Moi je voudrais qu'on fasse ça. C'est ça que le client m'a dit. Je dis ok, pas de souci, ce sera fait. Donc c'est important en fait. C'est important de mettre tout ce contexte-là. Donc j'y ai pensé quand j'allais vous présenter que j'ai fait les interviews des athlètes avant le départ. Parce que ça justifie tous les choix techniques qui arrivent derrière, en fait. Et ça justifie toute l'intention. C'est que donc là, j'ai une contrainte, c'est que à J+1, je dois livrer un format long, un 5 minutes, donc le résumé de course de chaque jour. Et en direct, je dois livrer ce Reels donc de Mathieu, c'est Mathieu qui a gagné, donc je vais dire le Reels de Mathieu, ce sera plus simple. Plus d'autres Reels dans la journée, des Reels sur place. Du coup, j'ai ce Reels de Mathieu, et après j'avais quelques autres idées. Là, c'est moi qui ai tout proposé. Donc c'était un Reels du départ juste après le départ. Bon, une heure après, parce qu'on est moins pressé. Parce que comme ça part à 5h du mat, il n'y a personne qui est réveillé à cette heure-là. Donc si ça sort à... Voilà, on est sorti à 6h30. C'est large. On a sorti quoi ? Un Reels sur Camille aussi, première féminine, qui est sorti pareil un peu plus tard, pas juste après sa ligne d'arrivée, mais au moins on a pu écrire un peu plus le truc, mettre son interview et tout dessous, c'était cool. Et après d'autres Reels que j'ai proposés. Donc je voulais faire un Choose Your Character avec quand tu tapes la cloche. Bon, on a fait le choix d'un commun accord de pas rajouter de texte par-dessus et juste le laisser comme ça. Je voulais faire un Reels bénévole, ça c'est trop stylé, ça marche toujours très bien, je trouve que c'est trop cool. Et après c'était des Reels improvisés, donc j'avais laissé de la marge, notamment voilà, on a fait un Reels en FPV, j'ai d'autres Reels, j'avais des Reels à un bout, mais ça voilà, pour des questions de communication on n'a pas sorti tout simplement. Et voilà, j'ai quelques autres trucs qui traînent, j'ai pas en tête, mais globalement c'était ça la demande du client. Donc maintenant je vous ai résumé comment je me suis retrouvé là, qu'est-ce qu'il voulait, et donc qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc pour ça, évidemment, je peux pas tout faire tout seul. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Du coup, j'ai fait bosser la même équipe que l'année dernière. Ça s'était grave bien passé avec les gars. On a une bonne cohésion entre nous, on se connaît bien, on a bossé plusieurs fois ensemble. Les gars connaissent les spots aussi maintenant, donc c'est plus facile pour les envoyer. Donc j'avais dans mon équipe, je vous les présente tous un par un, comme ça après quand je dis leur prénom, vous savez qui c'est. Donc il y avait Joris, pilote de drone en FPV et en drone stabilisé. Il y avait Tony. Tony, c'est notre mec musclé de l'équipe. Donc Tony qui fait beaucoup d'images, qui lui shoot principalement à la main. Donc je l'ai fait shooter à la main. Ensuite il y a Antoine qui est un jeune loup qui fait la même formation que j'ai fait à l'époque, et là il est en alternance chez La Clé Prod, donc une belle boîte de production qui a des projets trop cool.
Et voilà, je l'avais fait déjà bosser l'année dernière, je l'ai repris cette année, c'est trop cool de voir l'évolution. Ensuite, il y a Julien Perret, agence créative. Donc Julien, principalement les images au stab, qui lui est ancien et il fait beaucoup de projets corpo et il est hyper carré. Quand tu lui demandes quelque chose, tu as exactement le shot et tout, enfin, c'est trop cool. Bien carré, bien corpo. Et ensuite, il y avait Nico. Je crois que j'ai dit tout le monde. Il y avait Thomas en stagiaire qui faisait les making-of, behind the scene. Et il y avait Nico, mon fidèle monteur, qui travaille pour moi sur plusieurs projets depuis quelques années maintenant. Enfin, depuis 1 an, il y a un projet sur lequel on bosse. Il y a le projet du Dakar aussi qui était avec moi. Nico, c'est mon fidèle monteur, hyper carré. Moi, c'est ça que je recherche aussi. On s'entend très bien. Beaucoup d'honnêteté entre nous. Enfin, on se dit les choses quand ça va pas, on se dit les choses quand ça va. Et je sais qu'il est rigoureux, qu'il livrera à l'heure. C'est une des contraintes que j'ai le plus. Au-delà de est-ce qu'il va faire le meilleur montage, ça, c'est pas une question qu'on se pose. Il faut que le mec soit très très bon monteur, et ça, j'ai aucun doute avec Nico. Mais les soft skills, et on va en parler. On va parler en fin d'épisode. Moi, avec Nico, c'est super important. Donc voilà, un peu la petite équipe. Et puis, du coup, moi, le dernier lascar de cette équipe, j'ai oublié personne. Et qui, du coup, je faisais la prod. C'est moi qui avais le projet. Je faisais aussi la réa, donc c'était globalement mes idées. En co-réa un peu avec Benoît, hein, parce que voilà, on écrit souvent à 2. Mais voilà, c'est quand même souvent moi qui propose et tout. Et je faisais aussi cadreur volant, j'allais faire des images en plus quand il y avait besoin. Je faisais les montages des Reels. Pareil, quand j'avais besoin, j'ai délégué. Antoine, il a fait celui des cloches, par exemple. Et voilà, j'étais un peu homme à tout faire. Je suis allé aussi faire des images du passage de Mathieu à Roque-Lancrenas, c'était pas mal. Voilà un peu comment j'ai les moyens en tout cas que j'ai mis en place pour pouvoir assurer la demande du client. Le FPV, c'était aussi une demande qu'ils ont fait, parce que moi voilà, c'est un truc que je rentre depuis le début dans toutes mes prods. Au début je le faisais moi, maintenant je bosse tout le temps avec Joris et c'est top, et ça apporte vraiment une plus-value que les clients aiment bien, parce que pas tout le monde le fait en prod de trail. Et puis voilà, pareil avec Joris, ça se passe très bien, on bosse depuis quelques années ensemble. Il est beaucoup trop chaud en drone, il fait que ça, lui il fait que du FPV, enfin FPV drone classique, c'est une putain de machine. Bon, après ces 22 minutes de podcast, on a bientôt fini l'intro. Dans l'intro du projet. Ok. Donc ensuite, maintenant que vous savez un petit peu qu'est-ce qu'on a à faire, c'est quoi l'objectif. Donc grosse galère, grosse pression sur sortir le Reels de Mathieu. Enfin, tu vois, c'est un enjeu assez important pour moi. Et donc là, on va passer à la pré-prod. Donc on a eu la demande client, je vous ai présenté l'équipe. Qu'est-ce que j'ai fait pour préparer le projet? Donc, moi, l'élément, il n'y a pas, enfin pour moi, en événementiel, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de séquencier, il n'y a pas de tout ça. Il y a le brief client et du coup, voilà, on écrit les idées qu'on va faire de la vidéo. Je sais globalement les formats que j'imagine parce que c'est toujours ceux que j'ai fait. Enfin voilà, il n'y a pas de validation supplémentaire en pré-prod. En tout cas pas avec ces clients-là, parce que c'est pas quelque chose qui se trouve nécessaire. Maintenant, si un client me le demande, bien sûr qu'on peut le faire aussi. Et donc ce que j'ai simplement fait, c'est que je me suis calé et je me suis dit, ok, il y a ce tour du lac là, il y a les spots aussi qu'on a vu avec le client ensemble, qui je mets où, en fonction de comment il shoot, comment il se déplace. Il y en a qui n'ont pas la voiture aussi, mais puis c'était plus simple de mutualiser les voitures pour avoir moins de parking. Enfin, voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Je fais ma petite tambouille, j'envoie tout le monde là où il faut, et je prends aussi en compte qu'il faut que je leur récupère les images petit à petit. Donc, ce que je faisais, c'est que je me suis occupé de récupérer les images, les monter pour pouvoir avancer le Reels de Mathieu. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la vidéo de Nico à faire, les formats longs. Donc, pas shooter que pour les Reels, mais shooter aussi les autres gens qui arrivent, shooter les gens autour, puis penser aux bénévoles. Enfin voilà, c'est assez chargé. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je leur fais une feuille briefing avec dedans, résumé tout ce que je vous ai résumé là. En gros, c'est quoi les livrables? Donc les formats longs, les Reels. Donc en gros, format long, c'est les 2-5 minutes qu'on sort à J+1. Et les Reels, c'est donc ce que je vous ai dit, bénévole, tête de course, victoire, départ, etc. Ensuite, je leur mets l'intention du projet. Donc là, c'est ce que je vous ai dit dans l'axe. On raconte des histoires humaines, on montre de l'humain, on montre des émotions, on raconte ce que les gens vivent et on met pas juste des mecs qui courent dans la montagne. Pour faire simple.
J'essaie de le tourner un peu pour que ça les motive, tu vois, en mode ouais, on est trop chaud et tout, nanana. Ça me fait marrer en vrai. Ensuite, je leur mets les trucs qu'on avait en plus, donc les Reels, qui étaient une spécificité de cette année, et notamment de leur dire, bon, je shoot tout en horizontal, mais pensez que ce sera utilisé aussi en vertical. Et dernier truc, il y avait une petite note sur les Europes, mais voilà, en gros, qu'on les shootait pas et tout. Et ensuite, je leur fais leur brief individuel à chacun, heure par heure, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils shootent, comment, à quel endroit je leur récupère les cartes, comment ils se déplacent, tu vois, avec qui ils vont en voiture. Je le fais de manière individuelle, comme ça chacun peut juste se focus sur son truc à lui. Moi, ça me fait un peu plus de taf, mais c'est mon job, quoi. Et comme ça, on est méga carré, et puis on se retrouve là-bas, et tout le monde sait ce qu'il a à faire. La veille, donc ça peut faire partie de la pré-prod. Non, je finis par mon fichier de pré-prod. Non, bon, je finis avec les gars. La veille, on se rejoint sur place, et du coup, je leur demande leurs dernières questions, j'éclaircis. Je prends aussi des appels en avance pendant la semaine avant pour qu'on puisse se caler, qu'ils me posent leurs questions. Et que quand on arrive, on soit sûr que ça roule, parce que sortir un Reels 15 minutes après l'arrivée du premier, tu peux pas laisser de place à l'incertitude. Il faut que tout soit méga carré. Voilà. Et ensuite, à la fin, je mets les liens utiles, genre le live des suivis, le programme, toutes ces choses comme ça. Je mets les références des films qu'on a fait l'année dernière. Bon, ils étaient tous là, donc ils savent un petit peu. Et tout le monde shoot, quand même, globalement, a déjà shooté plusieurs fois du trail. Donc, ils n'ont pas tant besoin de références que ça. Et ensuite, il y a quoi à la fin de mon dossier ? Ah si, je l'ai remis pour la com, parce que comme cette année, pour la première fois, on faisait de la... j'ai Thomas qui fait la com. J'ai rajouté cette partie-là. J'ai rajouté que, en gros, voilà, ce que faisait Thomas, à quoi ça allait servir, que si eux aussi voulaient faire des images making-of, ce sera utilisé et ça pourra nous aider. Donc voilà, je reprends le document sous les yeux. Je vous dis, ouais les gars, j'ai précisé, voilà, je leur ai mis à eux-mêmes, Julien au stab, Tony à la main et Antoine à la cam comme il veut. Mais principalement à la main. Et je leur ai mis, on a fait un groupe WhatsApp, je leur ai mis les infos pour les tournages, donc par exemple qu'ils peuvent donner des infos sur le groupe, genre les gens qui passent devant eux, des trucs comme ça. Pas de messages inutiles, tu vois, parce que je nous connais, on s'entend trop bien, on est tous bien potes. Donc c'est un coup à mettre des conneries pendant les tournages, et il faut pas non plus créer du bruit inutile. Voilà, que moi je suis dispo, qu'ils peuvent me contacter, que je peux rota facilement s'ils ont des problèmes, les solutionner et tout. Making of et les crédits, parce que cette année du coup l'année dernière on a crédité tout le monde, et c'est vrai que là cette année en plus on sortait les Reels, donc c'est un peu la galère parce que ça fait 15 000 noms, et comme j'ai pas un nom de boîte de prod, c'est juste à mon nom. D'habitude les boîtes de prod, ce qu'elles font, c'est qu'il y a juste la prod, même quand il y a les gens qui bossent pour eux. Et donc je leur dis cette année les gars, en crédit je mets que moi, un crédit sur la Maxi Race. Et après, voilà, vous serez mentionné partout sur mes posts. Dès que moi je poste des trucs, des photos et tout, je vous mentionnerai partout, je préciserai l'équipe et tout. Mais au moins, il n'y a que la prod, et les gens ils savent, parce que l'année dernière, je recevais des messages. Ah, je sais pas qui demandait, nanana, j'ai vu que vous étiez sur un Maxi Race. Voilà. Donc ça, c'est tout mon fichier de production briefing. Ça pourrait être plus détaillé, mais je veux pas que ça le soit, parce que je les connais, les loustiques, qui sont comme moi, et moi, le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait l'essentiel. Et le reste, on en discute, on échange, s'il y a des points et tout. Mais il faut qu'ils puissent se repérer super facilement, et qu'ils puissent le lire super rapidement. Parce que si c'est trop lourd, ils vont jamais le lire. Mais il faut quand même qu'il y ait les infos qui comptent. Donc je mets vraiment très peu de détails au final. Tout le reste, où est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on mange et tout. Ça en vrai, je m'en occupe, mais il n'y a pas besoin que ce soit précisé là-dedans. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Mettre plus de détails, si il y a plus de détails, je vous mettrai. J'ai noté, tiens, en fin de podcast, je vous donnerai qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en plus dans mon brief pour que j'ai plus le résultat que j'ai dans ma tête. Bon, voilà un peu comment s'est passé la pré-prod. Et donc tous les gars, je leur ai donné rendez-vous s'ils pouvaient le vendredi, parce que comme la cour elle part à 4h, c'était chaud. On pouvait tous dormir chez Benoît, il y avait de la place chez Julien aussi, pour pas qu'on soit trop serré, mais au final ça a fait. Et donc vendredi, moi je suis allé filmer déjà quelques interviews d'avant-course avec les pros. Donc j'ai interviewé Camille Bruyas, celle qui gagne, Thibaut Garivier, Aurélien Dunampalaz. Mathieu il n'est pas venu chercher son dossard, donc on l'a pas eu. Et Julien Absalon, je voulais trop faire un sujet, on avait prévu un sujet sur Julien Absalon. Malheureusement, il a abandonné
Donc on n'a pas pu le faire, je suis un peu deg, parce que étant un ancien cycliste de cross-country, je regardais ses courses, je regardais ses JO à Londres et tout. Donc c'était très cool par contre de pouvoir l'interviewer, de passer ce moment avec lui. Mais voilà, malheureusement, il n'a pas pu finir. Donc je fais mes interviews parce que le problème avec les athlètes élites, c'est que tu n'es pas sûr de les avoir le lendemain. Parce que les mecs, des fois, sont pressés, ils veulent partir. L'année dernière, on avait pu avoir Aurélien était trop cool. On a eu Simon aussi. Mais voilà, cette année, par exemple, Mathieu, impossible d'avoir l'interview après. Voilà, selon comment ça se passe, fait de course et tout, ils sont moins chauds. Ou voilà. Donc, j'ai assuré mes interviews la veille. J'ai retrouvé les gars, on a bu un coup tous ensemble, on a discuté, je leur ai filé leurs accrèdes. On est rentré, j'ai filé les disques à Nico, je lui ai présenté les disques, les musiques. J'avais sélectionné une dizaine de musiques artlist un peu épiques, plus les musiques pour mes reels. Donc la musique pour les bénévoles, la musique des cloches. Pour qu'en fait, pendant l'événement, je perds pas de temps à sélectionner musique. Tu vois, tout est carré, les dossiers sont prêts. Je sais où je pose chaque rush quand je vide mes cartes. Nico, il a la même architecture de dossier. Comme ça, on est hyper efficace, on peut s'échanger les disques, on peut s'échanger les projets, tout se link méga rapidement. Et puis voilà, c'est carré. Ok. Donc ensuite, on est parti, premier jour. Donc là, tournage, ça s'enchaîne bien, on monte le risque du départ, il sort direct. Globalement, tout s'est bien passé la première journée. J'arrive à sortir la vidéo de Mathieu, je la livre exactement 15 minutes après son arrivée. Je suis un peu deg quand même. Ah, alors non, Benoît il est trop content. Ouais, on a réussi. En vrai, j'ai délivré pour le client. Mais il y a Renix qui a sorti avant nous. Alors tous les autres, ils ont sorti juste le plan d'arrivée. Moi, j'ai sorti une vidéo son départ avec plein de passages de sa course. Quasiment 1 minute, 40 secondes. Entre 40 secondes et 1 minute. Et on s'en est sorti les deuxièmes. Et ceux qui ont sorti les premiers, ils ont pris je sais pas combien de millions de vues. Enfin, au moins 1 million. Du coup, j'étais en mode par ego, c'est juste pour mon ego, c'est pas du tout insatisfaction client. La prochaine fois que ça m'arrive, je veux sortir le premier. Genre, la prochaine fois, je m'assis sur la ligne d'arrivée, je mets le Reels, je rajoute juste le plan de son arrivée sur le Reels, je lance l'export et ça part. Là, je crois que j'ai réajusté en vertical après avoir reçu le shot et tout. Donc j'ai perdu un peu de temps là-dessus. Et aussi ce que j'aurais fait, et là j'ai pas pensé, mais comme c'est la première fois, voilà, expérience. En fait le client est content, c'est juste moi, je veux des standards plus élevés pour la prochaine, tu vas faire mieux. On est quand même toujours dans une quête, si je fais ce podcast, je vous l'ai dit dès le début, c'est de devenir une meilleure personne, un meilleur producteur, un meilleur réalisateur, tout ce que vous voulez, enfin mieux délivrer ce que je vends, en gros, pour faire très simple. Et donc là par exemple, la prochaine fois, je mettrai le plan d'arrivée de Mathieu au tout début pour hook. Ça fera un meilleur hook que ses plans de départ. Et je voudrais être encore plus rapide pour sortir le premier. Parce que le truc, pourquoi le premier il est plus avantagé ? Parce que tu peux dire, bon, il y a 5 minutes d'écart. C'est que tous les pros, ils ont commenté la première vidéo qui est sortie. Parce qu'on est tous en... comment tu dis ? Oh fuck, on est en cross-post, en collaboration. Putain, j'avais qu'en anglais, comme un enculé. On a tous en cross-post avec Mathieu. Du coup, le premier qui poste, c'est lui qui prend tous les commentaires, tous les likes, tous les partages, tous les enregistrements des autres. Tu vois, tous les commentaires des pros, ils sont sur l'autre vidéo. Nous, on a Thibaut Barognan qui a commenté chez nous. Du coup, on a perdu d'attraction là-dessus. Voilà, c'est du détail. On fait quand même presque 200 000 vues. C'est trop cool et tout, nanana. Mais pas pour, pour mon ego et tout. Je suis trop chaud la prochaine fois que ça sorte sous 5 minutes, genre. Je suis sûr sous 5 minutes ça peut sortir. Genre qu'il y ait vraiment juste le temps de... Je mets la carte dans l'ordi. Je full rush sur ma séquence. Je lance mon export. On poste. Ce serait tellement ouf. Voilà. Donc ça c'est délivré. On est content. Ensuite, là, première un petit peu friction. Enfin, friction dans ma tête. Tout s'est bien passé. Enfin, pour l'instant, tout se passe bien. Les gars ont chopé exactement ce qu'il fallait. Moi j'ai pu aller, j'ai couru, Thomas a pu venir avec moi, il a réussi à me suivre tout le long, c'était trop bien, parce que voilà, physiquement c'est toujours un truc, alors je suis pas un grand athlète, tu vois, je peux courir des bornes, mais et là Thomas il a pu suivre, donc c'était bien. Et donc là par exemple c'est
ok les gars, faut que je m'occupe d'eux, je discute avec eux et tout. En même temps, j'ai des reels à monter, tu vois, faut qu'on sorte le reels de Camille. On discute. En même temps, Nico, il sort l'ours télé. Donc tu vois, t'es là, t'as les 4 cadreurs qui sont autour. Moi, je suis en train de faire les validations de l'ours télé. Donc c'est un peu... Mais après, bon, ils sont compréhensifs. C'est juste que dans une vision pareille de faire toujours mieux, voilà, j'en ai parlé à Nico, il m'a dit mais non, on s'en fout, en fait, c'est genre, tout le monde comprend, et t'es en train de monter, tu fais la production. Mais dans l'idée où un jour on pourra avoir une prod idéale, voilà, tendre vers ça, ça veut pas dire que je veux absolument, et ça veut pas dire qu'aujourd'hui on n'a pas fait un truc satisfaisant, c'est hyper satisfaisant, je suis trop content. Ce serait que le mec qui fait la prod, il soit pas du tout au montage, tu vois, que genre j'ai pas de montage à faire, comme ça, à la limite je fais les validations, si je suis sur place, mais que les reels et tout, ce soit un monteur qui soit DJ. Et comme ça, je peux m'occuper de mes gars en fait. Parce que bah, voilà, c'est pas juste ils me filent les rushs, merci, au revoir. Non, tu discutes avec eux, tu manges avec eux, tu fais le point, tu demandes. Enfin, l'humain, ça fait quand même partie du truc. Et plus les gars se sentent quand même considérés, et je les considère vraiment en fait, plus ils vont être investis dans la prod, et plus on va avoir un résultat cool, plus on va avoir des belles images, plus tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un impact de l'état d'esprit dans la qualité d'une vidéo que tu sors, surtout en événementiel. Comment tu abordes le projet, comment tu y vas, quelle intention tu y mets. Et du coup, il vaut mieux en fait que ça se passe bien et que ça se passe trop bien, et il vaut mieux bosser avec une équipe avec qui sont peut-être un peu moins bons, mais la synergie est folle et les mecs vont se donner, quoi. Et donc, voilà, je vais faire une petite pause au niveau du déroulement du week-end. Moi, l'intention globale de ce week-end, j'essaie de mettre des intentions maintenant quand je vais sur des projets ou quand je fais des semaines. En gros, une intention, ça peut être un peu un objectif de la semaine ou du projet. Pas un objectif en stats, enfin, c'est pas une intention statistique, mais plus un comportement. Et moi, mon intention du week-end, c'était de faire la meilleure gestion de production possible. Donc, c'était vraiment orienté sur que ça se passe trop bien avec les gars. Que les gars soient trop contents, qu'il y ait aucun problème, tu vois, il n'y a pas eu de problème, il n'y a aucun moment où on a dû aller solutionner d'où, et même si on avait eu, et si on avait réussi à solutionner, ça aurait été ok, tu vois. Que les gars aient passé un bon moment, un bon week-end, globalement sur les retours que j'ai eu, c'est une réussite. Voilà, et vraiment gérer la partie gestion de projet, parce que je sais que c'est pas forcément un endroit où je pense avoir un avantage spécifique, je pense que je suis meilleur en tant que créa et en tant que chef opérateur, enfin en tant que cadreur, chef opérateur. Mais c'est vraiment mon beau projet de prod de l'année, celui-là, et j'aime bien pour ça, j'aime bien faire quand même de la prod de temps en temps. Donc je voulais vraiment accorder une importance particulière là-dessus, et c'est ce qui est ressorti. Enfin, là c'est encore un peu tôt, j'ai pas discuté avec le client qui est encore sur le prod. Bah oui, je vous le dis maintenant, j'ai pas encore échangé sur le client final. Benoît est hyper satisfait, lui il a discuté avec l'organisateur et tout, et globalement il m'a dit que tout était très satisfaisant. Donc j'attends d'avoir quand même mon appel. Et c'est trop bien en fait. Et les gars sont aussi tous trop contents. Je sais que l'année dernière, un truc qui avait un peu pêché, c'est que par exemple, j'ai pas prévu la bouffe. Parce que moi, je suis toujours à l'arrache. Voilà, on se débrouille. Et là, j'ai prévu, j'avais des bars pour tout le monde. Au final, ils étaient aussi assez autonomes, tu vois. Et j'avais prévu la bouffe pour tous. Quand on rentrait chez Benoît, j'avais fait chauffer du riz avant. Enfin, c'est tout con, hein. Mais je sais que c'est un truc que Tony m'avait dit l'année dernière. Ah ouais, c'est dommage, tu vois. Et en fait, l'année dernière, j'aurais pu juste lui dire tiens, prends ma carte et va faire les courses, va faire à manger. Comme ça, nous, quand on rentre, c'est prêt. Il aurait été méga chaud. Juste, j'avais pas cadré en fait l'année dernière. C'est pas tant que je l'avais pas fait, c'est que je l'avais pas cadré. Voilà. Enfin, je l'avais pas fait du coup. Mais j'aurais pu le faire à quelqu'un d'autre. Bref, je m'égare. Et ma deuxième intention, un peu liée à ça quand même, c'était Own It. Donc, Own It, c'est une intention que j'aime bien, c'est prendre la responsabilité d'eux. C'est une intention plus globale dans ma vie en fait. C'est que pour moi, ma vision, ce projet c'est le mien, tu vois, c'est moi entre guillemets le chef, tu vois. Je peux pas le dire comme ça, mais t'as capté l'idée. Et je veux réussir à arriver à tirer le meilleur des gars. Et pour moi, mon état d'esprit là-dessus, c'est qu'il faut, pour que les gars soient le plus investis possible, il faut que moi je sois investi genre 10 fois plus qu'eux encore. Et en fait, ils vont se caler par mimétisme sur moi. Plus ils voient que moi je suis à fond, plus il y a de chances que eux ils mettent leur niveau, leur curseur le plus haut possible. Et je pense que la force dans une bonne gestion d'équipe, dans un bon leadership, c'est arriver à tirer le meilleur des gens. Tu vois. C'est ça l'objectif, tu vois, arriver à tirer le meilleur de son équipe, à qui les mecs se donnent le plus possible et qu'ils aient envie de se donner, tu vois.
Et pour moi, ce week-end, donc il y a plusieurs manières de le faire. En faisant un bon brief, en connaissant bien son équipe. Voilà, il y a plein de choses. Et moi, c'était en own it, tu vois. En prenant la responsabilité, en m'engageant, en mettant l'engagement. Et ça passe aussi par faire des choses, tu vois. C'est-à-dire que ce week-end, pour moi, chaque rôle que je délègue, globalement, je suis capable de le faire. Et s'il faut le faire, même si c'est de la merde, si c'est faire des sous-titres, genre le truc le plus chiant, le truc que tu délègues le plus facilement, je vais le faire, genre. Il n'y a pas de « ah ouais, non, mais je vais laisser faire à lui, flemme », tu vois. Et ça, il n'y a pas. Pareil, j'envoie les mecs courir dans la montagne. Si, tu vois, par exemple, Julien, il a pas mal couru, honnêtement, et il a fini tard le samedi soir. Le lendemain matin, celui qui est reparti le premier. Mais pour moi, c'était celui que je voulais le plus absolument qu'il aille faire ces images-là. Le truc, c'est que si j'envoie lui, il faut que moi, je sois capable absolument de faire la même chose. Pas forcément dans ses spécificités. Par exemple, Joris, je suis pas capable, j'ai pas son niveau en FPV. Maintenant, je sais faire du FPV. Mais plus dans la vitesse, dans l'engagement, tu vois. Genre, s'il fallait que j'aille bosser jusqu'à 22h, courir dans la montagne comme il l'a fait Julien, j'y serais allé, tu vois. Et quand Julien il est rentré, moi, j'étais encore en train de bosser. Quand il se lève le lendemain matin et qu'il part le premier sur la prod, quand il arrive sur la ligne de départ, je suis réveillé, je lui envoie un message et tout, tu vois. C'est plus cet axe-là, en fait. Arriver à mettre de l'intensité. Et par exemple, c'était une des volontés. Il y a un mois, je suis allé filmer mon frère sur une course de trail. Je crois que je vous en ai parlé dans un épisode. Et dans cette vidéo-là, j'ai sorti un making-of où on me voit courir avec lui. Et au total, je cours entre 12 et 15 bornes. Caméra à la main, sur la course, avec mon frère. Et là-dedans, il y avait aussi une volonté. Je sais qu'ils l'ont tous vu, cette vidéo. On en a parlé en rigolant ce week-end. C'était sur la vidéo. C'est le Reels, je filme une course de trail et je finis en teuf. Et ça, pour moi, ça faisait partie du own it. Je savais que ce week-end, j'allais pas beaucoup courir. Et dans un sens, je voulais leur dire, ok les gars, je cours pas beaucoup, mais c'est pas un problème. S'il faut courir, je vais courir. Donc, à vous de vous caler sur moi, tu vois. Un petit peu, je l'ai pas dit, mais c'est en gros ce que ça sous-entend. Et les valeurs, en tout cas, que j'ai envie de faire passer. Donc, j'ai couru les 12 bornes. Et ils savent tous très bien que s'il y a besoin d'aller courir dans la montagne toute la journée, depuis très tôt jusqu'à très tard, je serai le premier à le faire, genre. Et donc là, le spot où je vais aller récupérer la carte de jus, bah, j'y vais en courant, je mets de la vitesse, j'essaie d'arriver tôt, me caler, je suis en tenue de trail, je suis à fond. Et pas juste, j'aurais pu, à la base on avait dit, j'aurais un bénévole qui s'occupe de ça. Mais en fait j'avais envie de le faire pour y aller, quoi. Voilà. C'est ça, own it pour moi. Et tous, ils ont trop bien bossé, ils sont investis. Et encore une fois, je sais pas, par exemple au départ, il y a des athlètes, il n'y a que moi qui ai les images d'eux. Genre Mathieu, je suis le seul à avoir fait des images de lui. Bah là, pour moi, ça fait partie du own it. Genre, je suis celui qui a le plus d'images de tous les gars au départ, tu vois. Et ça, bah voilà, c'est dans les trucs à améliorer. Pour eux, notamment, j'ai pris mes notes pour comment améliorer les cadreurs pour les prochaines fois. Je leur ai pas dit, tu vois, bah, peut-être qu'ils en sont dans ce podcast. Je sais pas s'ils écoutent ce podcast. C'est que individuellement, il faut que eux aussi, j'arrive à leur faire prendre le plus possible de responsabilité, comme si ils comptaient pas sur les autres. Parce que tu vois, sur la ligne de départ, ils ont tous compté sur les autres. Des plans de Mathieu Blanchard, j'en ai un de Julien Ostab qui est un peu un plan large global. Sinon, j'ai que ma caméra, genre. Et au début, je m'étais dit, bon, je filmerai peut-être pas trop sur la ligne de départ parce qu'ils sont tous à la 7S3. Moi, je suis au GH6, donc en micro 4 tiers, c'est trop sombre et tout. Enfin bref, ils ont une meilleure caméra pour la basse lumière. En fait, au final, heureusement que j'ai filmé parce que, pareil, Thibaut Garivier, je crois que je suis le seul à avoir eu des plans. Et Mathieu, je suis le seul à avoir eu des plans, tu vois. Les plans de départ de Mathieu, c'est moi. Les plans de départ de Camille, je crois que c'est les miens. Voilà. Et donc, c'est là-dessus où je suis en mode, plus je m'engage, plus je own, plus je vais obtenir d'eux. Voilà. Et pas tomber dans ce truc de, ah bah vas-y, bah, je le fais faire à lui, j'ai la flemme, tu vois. Non. Et Nico, il a besoin d'aide, il est un peu en retard sur la Femina. Je dis, mec, envoie-moi la séquence, je te fais les sous-titres, toi tu finalises ton son, ta couleur, comme ça après je t'envoie les sous-titres, et on fait ça à deux, tu vois. Et je m'engage, et puis je continue à faire du montage, je lui ai avancé le dérush de la Femina, j'aurais pu dire, ah ouais, il fera, tu vois. Et je sais que ça, c'est un truc qui permet de tirer le mieux de ses prestats. Et voilà, ça fait partie de mes valeurs, je sais que c'est déjà un truc que je faisais quand j'avais des projets plus petits, plus petits où j'avais moins de gens à driver. Par exemple, sur le trail de Serponçon, c'est un truc que je sais qui a marqué le client. Tony, il n'avait pas pu... Il devait faire les 2 montages. Le deuxième jour, il avait eu un empêchement. Et on a été au courant de ça 3 jours avant. Enfin voilà, c'était impossible. Je ne pouvais pas trouver quelqu'un.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté moi toute la soirée et je suis allé le livrer le lendemain matin à 5h parce que la course d'après partait à 6. Bah, en fait, cette anecdote, elle est folle parce que pour moi, ça me paraissait normal sur le moment. J'ai pas calculé. J'étais en mode, bah, je me suis engagé, je vais livrer mon client, c'est tout. Il n'y a pas de ah ouais, mais bon, tu sais, le monteur est pas dispo, nanana. Et ça, je trouve que c'est super important dans le leadership. C'est pouvoir demander au gars ce que toi, tu es capable de faire. Voilà. Donc, comme ça, je vous partage un peu une idée au milieu du déroulé. Je trouvais que c'était le bon moment. Et du coup, bah, tous, ils se sont quand même bien engagés à leur manière. Et je sais aussi qu'il y a toujours ce truc de. Les mecs vont souvent se mettre en mimétisme sur le mec le moins engagé. Ça, c'est un autre truc. En gros, la stat, c'est que dans une équipe où il n'y a que des mecs qui bossent trop bien, genre, mais même dans un bureau, hein, tu vois. Genre, une équipe dans un bureau, dans une entreprise qui bosse trop bien, tu rajoutes un élément qui bosse mal, ça va baisser le niveau global énormément, beaucoup plus, parce qu'ils vont tous baisser leur standard au niveau le plus bas. Et du coup, si moi je me fixe des standards beaucoup plus hauts et que je limite les standards les plus bas de ma prod, bah c'est là où on va avoir le rendu le mieux. Voilà, c'est ça ma vision aujourd'hui pour déléguer, pour monter des projets d'équipe. Voilà, et en fait, après, un deuxième aspect de ce week-end, c'est que les conditions étaient dantesques. Il pleuvait sa mère, il y avait de la boue partout, il y avait des passages où il y avait de la boue jusqu'aux genoux, enfin c'était n'importe quoi. Problème, c'est que, bon, moi je trouve ça trop stylé, mais la prod ne veut pas communiquer là-dessus. Enfin, l'organisation ne veut pas communiquer là-dessus. Parce que voilà, déjà vis-à-vis des chemins, ça donne pas forcément une bonne image et tout. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Puis ça me concerne même pas en fait de savoir pourquoi. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est livrer, tu vois, et proposer un axe en fonction de ce qui se passe. Proposer ma vision. Du coup, on en a discuté avec Benoît. Et il m'a dit, ok, on change de programme. À base, on devait faire genre un reel sur le départ de la Femina avec les réactions des femmes, pardon. Et un gros sujet sur la marathon. On a dit, bon, mais au final, on fait une belle vidéo sur la Femina, un truc un peu long, 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes, avec, on couvre toute la course. Donc, départ, passage sur le parcours, arrivée. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que Expérience Marathon Race, on va juste couvrir les départs. On va faire une vidéo finale un peu longue, un résumé du week-end qui sortira à J+1, J+2, comme ce qu'on a fait l'année dernière et comme ce qui se faisait les autres années. On oublie le spécifique Marathon Race, Marathon Experience parce que voilà, les chemins sont trop terribles. Il y aura peut-être les courses qui vont être arrêtées au milieu, etc. C'était vraiment trop d'incertitudes, tu vois. Ils ont pris le départ et ils ne savaient pas s'ils allaient arriver au bout, en gros. Et donc forcément, ils n'allaient pas être dans un mood hyper réceptif, hyper heureux pour raconter l'histoire qu'on voulait. Donc ça, on était assez dépendant des éléments météorologiques. Et l'avantage d'avoir une prod comme ça, c'est qu'on est hyper vif, tu vois, on est hyper flexible. C'est-à-dire que, bon, c'était un peu relou pour les gars, je comprends tout à fait. La veille, à 21h, on savait pas si la course le lendemain elle partait. Donc on savait pas ce qu'on filmait, quoi. Et bah, on a réussi à se caler, on s'est mis avec Benoît et tout, et ben, le soir, à 22h, ils avaient leur brief à 22h, quoi. Mais c'est les enjeux d'un week-end de prod comme ça. Et au final, le celui-là féminin était très cool à faire. Donc j'ai pris Antoine avec moi sur le départ, on allait interviewer un peu quelques femmes avant leur départ. J'ai fait un reel là-dessus, c'était assez marrant parce que c'est quand même toujours dur d'aller aborder des inconnus, même avec la caméra. En commentaire, je sais que tous mes potes s'y sont foutus de ma gueule, mais c'est que t'as quand même un coup de pression un peu. T'as toujours une peur du rejet qui est liée à notre instinct de survie. Mais au final, c'est ce que je vends aussi, en fait, ce truc-là. Et c'est peut-être pour ça que ça me différencie des autres prods, c'est parce que ça fait peur et que c'est pas facile, tu vois. C'est beaucoup plus facile de se mettre loin, 70-200, faire un gros plan sur un visage, que d'aller voir quelqu'un et dire « Hey, salut, je peux te filmer ?» genre. Voilà. Ensuite, donc, Antoine, je l'ai envoyé à l'arrivée. Et moi, je suis allé courir un petit bout avec les filles. Je suis allé faire des plans d'action parce que voilà, j'avais envie de le faire. Et encore une fois, on it. Je voulais dire, voilà, les gars, moi aussi, je me suis investi et tout. Et c'est pas, bon, je vous envoie courir et moi, je rentre boire le café avec Nico, quoi. Et puis, j'ai pu bien briefer Antoine. Sur ces images, il a monté le risque de cloche. C'est lui qui a fait toutes les images d'arrivée. Il a fait un truc top. Je suis arrivé, le truc était livré. Enfin, c'est ouf, Antoine, l'évolution. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais il y a 1 an, on l'a pris. Il était étudiant. Et en fait, il avait déjà eu quelques expériences.
Et moi, je voyais, il filme très très bien. Techniquement, il était très très bon déjà, mais il manquait d'expérience pro. Donc j'avais mis en doublon avec Julien, qui à l'inverse, lui, a une approche très très corpo, et hyper carrée, hyper rigoureuse et tout. Donc pour moi, ça allait matcher ensemble, tu vois. Et ça a matché. Tout comme j'ai pris Tony avec moi, parce que lui, il shoot à la main, plan hyper dynamique, hyper shaky. Et moi, sur les événements trail, je shoot beaucoup plus au stade, beaucoup plus des plans avec du beau paysage, un peu plan d'ensemble et tout. Je fais aussi des gros plans visage d'émotion. Et Tony, beaucoup plus dans les plans d'action, ça court, des plans larges sur les... Enfin, je fais du grand angle dans les pieds, du gros plan dans les pieds, des trucs qui shake et tout. Et donc, c'est hyper cohérent. En fait, j'ai quand même réfléchi mes équipes comme ça. Petite parenthèse. Hein. Les mecs que j'ai choisis, je les ai quand même choisis pour leur style, pour ce qu'ils font et pour que ce soit cohérent dans la prod. Si j'ai que des Tony, ça marche pas. Et si j'ai que des Julien, ça marche pas. Enfin, ça peut marcher que des Julien. Mais ça va manquer un peu de folie, tu vois, de grain de... En plus, je dis pas que Julien n'a pas de grain de folie, mais en tout cas, les approches de chacun sont vraiment différentes. Et à la fois, bah voilà... je fais pas non plus des plans aussi stylés que Tony en action et potentiellement que le stab, je sais pas si je le gère aussi bien que Julien et tout. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là sur qui est le meilleur, mais plus de chacun, je les prends pour un rôle et je les mets là-dedans. Et Antoine, ce que j'ai remarqué, c'est là, il a fait 1 an chez La Clé. Comme il avait déjà des bases, tiens, c'est parfait, c'est pour le dernier truc. Ah, c'est le dernier sujet. Il était déjà méga bon en vidéo, mais il manquait d'expérience professionnelle, de terrain. Là, d'avoir fait La Clé, c'est légendaire la différence, comment il a progressé en 1 an. Et il sait pas mieux utiliser sa caméra, mais il sait mieux se positionner, il sait mieux ce qu'il doit filmer, il a plus de vision sur les rendus, sur les implications clients, sur les livrables. Enfin, tu vois, là, on parlait des reels, sur qu'est-ce qu'il livre, comment et tout. Enfin, trop bien. Voilà. Et donc, je suis trop content de voir tous les gars qui ont évolué et tout. C'est hyper satisfaisant. Et puis voilà, ça se passe bien. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? La météo, c'était un peu chiant pour le drone aussi. Et je pense qu'on a bien fait le tour de ce projet de la Maxi Race. Je pense que je vais pas trop en rajouter. Si je peux vous donner les listes d'amélioration pour les prochains briefs que je me suis noté. Alors, il faut que je retrouve, c'est dans mes notes quotidiennes. Et j'ai aussi la liste d'amélioration pour les prochaines prods. Alors, désolé, il va y avoir un peu de temps, le temps que je trouve ma note. Ok, pour optimiser les workflows de vidéo event. Donc j'ai noté des trucs pour qu'on soit encore plus fast. Pour certains aspects. C'est que par exemple, alors ça c'est pas possible tout le temps, mais un truc qui pourrait être cool pour certains shots, c'est qu'on ait tous réglé l'heure à la même heure sur nos caméras la veille, et que je leur fasse un tableau avec une shotlist, par exemple plan bénévole, plan, donc il y avait Julien Absalon, plan Camille Bruyas, plan Mathieu Blanchard, et qui me notent à quelle heure ils les ont shootés. À peu près, j'ai pas besoin d'une heure exacte, mais approximativement. Comme ça, moi, en post-prod, je reprends leur tableau, je fais le truc sur Julien Absalon, ok, je vais dans leur carte, je sais à peu près à quel endroit c'est, bim, 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 je vais super vite. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Quand tu es en train de filmer, qu'il faut filmer plein de monde, tu peux pas sortir ton tel et prendre des notes et dire « Ah non, non ». Mais dans la limite de, Julien et Mathieu et Thibaut, ils sont partis avec pas mal d'avance. Bon, bah, je peux sortir ma note, hop, écrire Mathieu, telle heure, hop, et je sais où est le plan. Bon, après, là, les cartes n'étaient pas pleines. Mathieu, c'est pas un mauvais exemple, mais Julien Absalon, c'était noyé au milieu des rushs. Bon, bah, je sais que Julien Absalon, il est passé à telle heure. Ils prennent un peu de temps. Juste après Julien, il n'y avait pas d'autres mecs qu'on devait filmer, il y avait moins de pression. Tu l'écris, et moi, derrière, hop, je gagne grave de temps. Voilà, c'est ça, surtout que j'ai noté pour optimiser le workflow. Ah putain, il y a une autre note là que j'ai pas notée dans ma note de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et les améliorations. Je vous les donne. Si jamais vous faites de vidéos, ça peut vous intéresser. Et si jamais vous briefez des cadreurs, ça peut vous intéresser aussi. Alors, il y a ne pas parler pendant les plans, sauf si un amateur commence à te parler et que tu lui poses une question. Parce que, bon, je peux donner des noms, enfin, les gars, bon, il y en a plusieurs même, ils discutent, ou ils donnent des infos. Ah, là, c'est la deuxième féminine, et tout, nana. Et j'étais fou. Moi, j'utilise le son tout le temps. Enfin, tu vois, j'ai besoin du son. Où ils sont là, allez Mathieu. Non, tu l'encourages pas. Toi, tu documentes. Ma vision de la vidéo, c'est que je documente ce qui se passe devant moi, de manière vraie, sans interférer, en interférant en tout cas le moins possible avec l'action. Parce que forcément, dès qu'il y a une caméra, ça interfère. C'est ma vision dans le docu, mais c'est ma vision aussi en preuve d'événementiel, en fait.
À aucun moment, on est là pour encourager les gars, nanana, on s'en fout. Toi, t'es là, tu captes ce qui se passe. C'est tout. Et pareil, les bruits de bâton, je veux les utiliser, les bruits de respiration. Voilà. Sauf, des fois, ça m'arrive, il y a des amateurs qui disent « Ah, nanana », ils commencent à me parler. Bon, bah là, ils commencent à me taper la discute. Je vais pas faire genre, je les ai pas entendus. Mais je vais pas raconter ma vie. Je vais pas dire « Ah oui, je suis d'accord, moi, la semaine dernière, j'ai couvert un Reels. » Non. Je vais dire « Ah, et là, comment tu te sens ? Ah, comment ça va ? Ah, qu'est-ce que tu as ressenti ? Ah, mais pourquoi tu es venu faire cette course ? Ah, je sais pas. C'est quoi ? Comment tu te sens là ? Est-ce que ça te plaît la vue ? Je sais pas. Tu vois, genre. Là, oui, parce qu'on est là pour bosser, en fait. Et bon, je ne leur mets pas la pression là-dessus. Hein. J'ai eu exactement ce que je voulais, j'ai eu ce qu'il fallait. Mais c'est un truc qui est très, très important pour moi. Et on m'a dit, à l'inverse, c'est Julien qui, notamment, a pas mal parlé. Il m'a dit, ah, mais parce que moi, dans d'autres prods, on m'avait dit de dire pour savoir quand est-ce que la première femme elle passe, quand est-ce que le premier homme il passe. Donc c'est pour ça qu'il a dit, tu vois. Donc c'était ok en fait, pas de souci là-dessus. Moi je l'avais pas précisé parce que pour moi ça me paraissait obvious, ça me paraît évident pour moi, pas pour les autres. Donc c'est pour ça que je veux le préciser. Voilà. Et donc il y a d'autres prods qui te demandent pour que le monteur sache, ah c'est la deuxième fille. Et Nico il a répondu en rigolant. Ça visait pas du tout Julien d'ailleurs, hein, si Julien t'entend ça. Il a répondu, non mais moi j'ai fait mon job avant, je sais exactement qui est qui. Pourtant Nico il fait pas de trail. On connaît pas spécialement le monde du trail, mais quand il voit une image de Camille ou de Mathieu, il sait qui c'est, tu vois. Voilà. Donc, pas petit coup de gueule, mais petit point là-dessus. Après, il y a des trucs un peu plus simples, c'est tenir les plans en moins 5 secondes. Comme on sort en format un peu long, faut pas que des reels, faut qu'on ait des plans qui durent. Pas trop bouger le zoom quand il se passe des actions. Varier plus les échelles de plans. J'avais beaucoup des plans où on voit de la tête aux pieds. Et j'avais peu de plans serrés, très visage, et de plans très larges, genre un peu de loin avec un petit bonhomme au milieu. Alors j'en ai quand même, hein, c'est des feelings globaux. Mais... Écrire les questions des interviews. Pareil, ça j'ai l'impression qu'à chaque fois tout le monde... c'est évident les questions à poser, mais plein de fois j'ai pas du tout les réponses que je veux parce que en fait j'ai pas briefé les questions. Voilà, petit tips. Faire un trombinoscope peut-être pour justement dans cet axe de connaître les mecs à filmer. Comme voilà, c'est pas des mecs qui viennent tous du trail, ils savent pas qui c'est Mathieu Blanchard. Bon bah, faut que je leur fasse tu vois, je peux rajouter ça dans mon brief. Une photo des gars, à quoi ils ressemblent. J'aurais donné le dossard et le nom quand même. Donc ils savaient le numéro, mais voilà, je comprends dans l'action, tu repères une silhouette, et de loin tu repères pas forcément le dossard. Faire de plus de 100 images par seconde. Manque de prise de responsabilité, se reposer sur les autres. Donc ça c'est pour les plans départ ou les plans par exemple de Camille, de Julien Absalon et tout. Ça, j'ai pas eu beaucoup de choses. Malheureusement les premiers j'ai eu pas mal. Et du coup pareil de se dire si c'était moi qui avais le projet tout seul et que je rate le plan de Camille, bah je cours, je revais devant elle et je vais faire un autre plan, tu vois. Et pas bon bah le prochain il aura, tu vois. Pareil pour le start. Start, j'ai mis 5 noms de personnes, faut que vous ayez les 5, tu vois. C'est un peu ça l'approche. Sauf quand je briefe différemment. Par exemple, Antoine, je l'ai briefé. Au départ, je veux qu'il fasse les inserts sur la main qui tient le truc de couleur. Donc s'il n'a pas de plan de départ, c'est pas grave. Parce qu'il y a déjà Tony qui fait un plan de départ, Julien qui le fait au stab, et moi je triple en faisant un plan de départ aussi, tu vois. Donc voilà. Et après, c'est plus sur la partie post-prod. Pas de discussion dans le Media Center. Ça, j'aurais dû l'écrire aussi. Sauf quand à propos des backups et de la post-prod en cours. On n'échange pas pendant le montage quand c'est juste pour faire une vanne et que ça fait pas avancer le montage. Et ça, c'est un problème que j'ai moi. Hein. Plein de fois, je lève la tête, j'ai dit oh nanana. Et puis en fait, ça nous sort tous les deux de notre taf. Désolé, attendez. J'ai pas d'eau, putain, je suis dans ma voiture à la Zub. Voilà. Et ensuite, si on discute pas dans le Media Center, là il pleuvait. Il y avait personne dans le Media Center. Donc on pouvait être un peu plus soft, tu vois. Mais c'est pareil, c'est des standards que je veux où on essaie dans un espace de travail, on met un mode de travail, on perd beaucoup de temps quand même là-dessus. Et en vrai, il vaudrait mieux qu'on mette 2 fois moins de temps à faire le reel, c'est qu'après on aille discuter dehors et qu'on fasse une vraie pause, plutôt que de discuter à moitié, avancer le reel, c'est tout. Voilà. Et rappeler régulièrement au cadreur les reels P. Donc, en fait, tous les conseils que je donne, je les donne pour moi. Moi, le premier, j'encourage les gens. Moi, le premier, je tiens pas mes plans assez longtemps. Moi, le premier... je bouge le zoom à un moment où il faut pas et après j'ai les morts parce que j'ai pas le moment que je veux. Moi le premier, je varie pas assez les plans, enfin tout quoi. Moi le premier, je me prends pas assez de responsabilité, tu vois. Bon, ça va, mais... Et les trucs de post-prod, je le dis surtout pour moi.
Et voilà, le dernier truc, c'est rappeler régulièrement au cadreur les reels spécifiques. Donc filmer les bénévoles, filmer la tête de course, filmer donc les deux stars suivants, c'était Camille et Julien. Et voilà, moi aussi j'ai oublié le premier que les bénévoles, faut les filmer, tu vois. Si ça me tombe pas dessus, je repense plus. Donc si je leur rappelle, que je leur mets des messages, que je me mets des rappels moi, au moins je fais ce job-là de s'en rappeler pour eux. Et voilà, faut pas qu'ils le prennent en mode je leur fais pas confiance, du coup je fais que leur répéter. Non, c'est que je sais qu'on oublie parce qu'on a 50 000 trucs à penser. Où est-ce qu'il faut qu'on soit, à quelle heure, on court, régler sa caméra, régler son filtre, régler tout. Régler son nombre d'images par seconde, est-ce que c'est une interview, est-ce que c'est un ralenti. Donc au moins si je leur mets des rappels, ça les laisse focus. Voilà un petit peu ce que j'aimerais améliorer prochainement sur ce genre de prod. Alors si vous n'êtes pas du tout de la vidéo, probablement rien à foutre des 5 dernières minutes, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Et on va revenir sur les points, sur les idées. Donc voilà, c'était tout pour ce week-end. Je voulais quand même remercier toute l'équipe. Merci à tous les gars qui étaient là. Merci à Benoît pour la confiance. Merci aussi, on était avec Cyril. C'est trop bien, Cyril. Ça fait pareil. J'ai rencontré en même temps que Benoît, donc ça doit faire 2 ans. Et on se croise sur ce prod-là de trail. Il est trop cool. Je l'aime trop. On s'entend trop bien. Il fait des vannes tout le temps et tout. Donc merci aussi à tous leurs gars. Merci à Benoît pour l'accueil. Pour le temps passé ensemble. C'est trop cool. Avec Fred aussi. Enfin voilà. Et merci à l'organisation pour la confiance. C'était trop bien. Et puis j'espère que c'est un projet qu'on va poursuivre. Enfin voilà, je sais pas, faut qu'on discute. Mais en tout cas, j'ai passé un super week-end. J'étais trop content. Et ça fait plaisir de prendre des prods comme ça. J'en fais pas souvent des grosses prods. C'est pas un truc que je veux faire toutes les semaines. Mais ça peut être cool d'en faire un peu plus, j'avoue. J'avoue qu'il y a 1 an, je disais une seule par an, ça me suffit bien. J'avoue que travailler en équipe, c'est une autre approche. En fait, je kiffe travailler en équipe. Mais bon, on va rebondir sur des idées, mais parce que t'as les galères ensemble et t'as les célébrations ensemble. Là, ça manque un peu de célébration, tu vois. J'aurais bien aimé avoir une soirée de fin où on fête le truc tous ensemble et tout. On est content. Le truc en vidéo, le problème, c'est que souvent on livre 2 jours après l'événement, donc c'est dur de célébrer pendant l'événement. Mais voilà, c'est vraiment fêter les victoires ensemble et c'est vraiment différent de passer un week-end tous ensemble. Alors que quand je cours tout seul dans la montagne avec ma caméra, que je rentre, que je monte mes images tout seul dans mon bureau. Alors oui, j'ai vu plein d'athlètes, mais j'étais juste moi avec moi-même. Donc c'est très bien, je m'entends très bien avec moi-même, j'ai pas de souci avec ça. Mais partager ce moment-là, partager sa vision de la vidéo, revoir les gars, c'est tous des potes et c'est trop bien. Voilà. Donc j'ai quelques idées que j'ai notées un petit peu cette semaine. Il reste une demi-heure de podcast, donc on va aborder ça pendant cette demi-heure. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté ? Alors, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais noté un truc que j'ai pas relevé. Ah, important de rencontrer beaucoup de monde. Ok, donc là, il y a plusieurs idées liées à la vidéo, au développement de son entreprise, etc. Quand on parle de faire du networking, pour moi, ma vision du networking, c'est pas aller à des soirées où il y a plein d'entrepreneurs serrer des mains, tu vois. C'est plus se mettre dans l'action et faire des choses. Se retrouver sur un événement, t'es pas forcément... tu filmes un athlète, t'es pas forcément payé c'est pour le plaisir. Bon, tu te mets dans l'action. Tu rencontres des gens, tu serres des mains. Potentiellement que ce mec-là, il connaît d'autres gens et tout. Tu sors la vidéo, il y a des gens qui le voient. C'est faire des choses. Et rencontrer du monde. Pour moi, la vidéo... Comme je l'ai montré dans ce projet, d'avoir eu ce projet, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens que j'ai cités, c'est que parce que je me suis retrouvé dans des projets, parce que j'ai fait des projets, j'ai fait des choses, j'étais dans l'action. J'ai démarché personne, j'ai abordé personne. Ça m'est un peu tout, entre guillemets, tombé dessus, mais pas par hasard, parce que je me suis mis dans des circonstances et j'ai fait des choses. Et voilà. Ça, c'était un des gros points, on en a parlé avec Nico, c'est vraiment action. Faire des choses pour se retrouver dans des endroits, pour se retrouver dans des situations, rencontrer des gens, les bonnes personnes et tout, parce que tu t'es retrouvé au bon endroit. Ça, c'est super important. Et pas juste être chez toi, envoyer des mails et tout. C'est important de le faire aussi. Voilà, ça s'adresse à... Faut toujours doser à chaque fois tous les conseils que je donne, parce qu'il y a toujours une limite à chaque théorie que je donne. Ça, on est bien d'accord. C'est important quand même de démarcher, c'est important quand même de passer du temps à la maison, à travailler sur le client cible qu'on veut, envoyer des mails et tout, ça je dis pas le contraire. Mais être sur le terrain et faire des choses,
c'est plus important. En fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui vous fait avancer. Et si être sur le terrain et rencontrer des gens à ces endroits-là, en faisant des vidéos, en travaillant et tout, ça permet de faire avancer votre entreprise, alors il faut le faire. Et si être enfermé chez toi, à envoyer des mails, ça ne fait pas avancer, bon, bah, c'est peut-être moins intéressant, tu vois. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, toute mon acquisition, elle s'est fait par le bouche à oreille. Créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout une stratégie d'acquisition. Parce que si je réfléchis en 80-20, il vaut mieux que j'aille faire plein de tournages. C'est ça qui me rapporte des clients, en fait. Plus que faire du contenu, plus que d'enregistrer ce podcast. Ce podcast, c'est pour d'autres raisons. Voilà. Alors après, j'avais un axe un peu plus orienté de documentaire, réalisation de documentaire. C'est que je pense que c'est important quand on réalise des films, et même quand c'est des films comme ça sur les événements, de rencontrer beaucoup de monde, d'échanger avec beaucoup de monde, d'écouter beaucoup les gens. Je ne vais pas donner le conseil de oui, il vaut mieux écouter que parler, genre, ça c'est... Enfin, genre, c'est un truc déjà sur prêcher, quoi. C'est plus l'idée que échanger en profondeur avec des gens pour avoir leur point de vue et garder un esprit plus ouvert. Parce qu'il y a vraiment ce truc, je pense, qu'on se renferme sur nous-mêmes quand on arrête donc d'échanger avec des gens nouveaux, avec des personnes qui ont une autre vision du monde, etc. Moi, je pense que ça peut être une des forces que j'ai, que je suis assez un caméléon et que je peux rentrer assez bien dans chaque groupe. Tu vois, je m'entends aussi bien aller faire une semaine avec des athlètes en montagne que d'aller faire une semaine avec des artistes en séminaire, que, je sais pas, aller avec une semaine avec des entrepreneurs. Enfin, tu vois, j'arrive à mixer avec tout et je pense que c'est une des forces que je peux avoir en réel. Et ça, faut vraiment pas le perdre. Voilà, dans cet axe où j'ai envie de faire des documentaires où je raconte la vérité, je raconte des visions. Et raconter les histoires des autres, pour mieux comprendre le monde, il faut échanger avec plus de monde, quoi. Et faire gaffe de ne pas raconter des histoires un peu clichés, des trucs un peu clichés qui résonnent pas avec les gens. Essayer de deviner ce que pensent les gens, alors que non, tu vois. Enfin, c'est pas du tout ma vision des choses. Et ça permet d'avoir un esprit plus ouvert et de pouvoir potentiellement raconter des meilleures histoires. Alors j'ai une autre idée là-dedans, il faut que je la retrouve, un peu liée à ça, je crois. Oui, c'est que en fait, au final, du coup, notre développement et nos propres aventures qu'on vit, ça je vous l'ai dit, c'est potentiellement des trucs qu'on va raconter derrière. Et donc tout est lié à ça, tout ce qu'on peut raconter, c'est des trucs qu'on a vécu ou auxquels on a été sensible quand on réalise un film, si on veut bien le réaliser. Et donc, rencontrer beaucoup de monde, avoir plusieurs points de vue et tout, ça permet d'être plus sharp et plus pertinent quand tu vas raconter l'histoire de quelqu'un, quoi. Voilà. Et en fait, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Alors, j'ai quelques trucs à rajouter. Je vais rajouter un dernier truc sur les compétences à l'instant T. C'est pas le plus important, donc c'est ce que je vous disais j'en ai parlé un petit peu en début d'épisode, avec l'exemple d'Antoine notamment. Mais là, je l'ai vu quand je recherche des gars qui bossent pour moi. Donc, que ce soit d'ailleurs des prestataires, mais plus là, j'ai rencontré quelques alternants. Là, j'ai mon stagiaire Thomas. C'est un truc qui est assez répandu et pourtant, personne n'arrive à l'assimiler, moi le premier. Hein. C'est que ce qui compte, les soft skills, ils sont méga importants. Ma vision là-dessus, quand je recrute, c'est que ce qui compte pour moi, c'est que le mec, il ait un bon état d'esprit. Et qu'il ait des valeurs qui soient cohérentes avec moi. Bon, les valeurs que j'ai, c'est le tryhard. Vous l'avez bien vu dans ma vision du own it. C'est vraiment d'être investi, de tryhard, d'entreprendre, de faire des choses, prendre la responsabilité. Et que le mec soit déter. Et que le mec, je sais pas, il fasse du sport, il fasse des trucs, enfin, qu'il entreprenne, quoi. Tu vois, et entreprendre, ça veut pas dire vouloir être entrepreneur. Tu peux vouloir travailler pour les autres et entreprendre, mais en tout cas, il y a ça, il y a de l'investissement, il y a plein de choses, mais c'est vraiment du soft skill. J'ai pas une liste précise, mais c'est plus un feeling de comment je me sens avec la personne. Et pour moi, ça, c'est plus important que les compétences du mec. Parce que des compétences, ça s'apprend, en fait. Genre, savoir filmer, monter, faire de la colo et tout, ça s'apprend. Par contre, être investi dans un projet, mettre de la vitesse, passer à l'action, ça, c'est aussi une compétence un peu soft skill. Avoir du bon relationnel avec les gens, ça, c'est plus compliqué à apprendre. Ça s'apprend, évidemment, mais c'est plus compliqué. Du coup, pour soi-même, donc voilà, moi, je le voyais là en recrutement. Je veux plus quelqu'un qui soit peut-être moins bon techniquement, mais qui ait la même vision du monde que moi, la même vision du travail, le même investissement que moi. Parce que la vidéo, je peux le modeler. Tu vois, je peux le former, en fait, à la vidéo.
Je peux en faire ce que je veux. Enfin, je peux en faire ce que je veux. Je peux lui appliquer ma vision de la vidéo, mais surtout mes compétences en vidéo. Je peux le former, tu vois. Je peux lui apprendre à cadrer, je peux lui apprendre à monter. Ça je peux faire. Par contre, je peux pas changer intrinsèquement ce qui le fait vibrer, ce qui lui parle, sa manière d'agir, sa manière de voir le monde et tout. Et donc, si je l'applique à moi-même, c'est pareil. Il y a des clients qui te prennent parce qu'ils s'entendent bien avec toi. T'es peut-être pas le meilleur, t'es peut-être pas le mec qui a le plus de compétences et tout, mais t'es le mec avec qui ça se passe bien, ils s'entendent bien, ils ont le résultat qu'ils veulent, et ils passent un bon moment, et puis ils adorent passer du temps avec toi, ils savent que s'il y a un problème, tu vas trouver une solution, tu vas solutionner, tu vas pas leur trouver des excuses, tu vois, c'est plein de trucs comme ça, et tu vas t'investir à fond dans le projet, tu vas en chercher toujours plus, tu vas vouloir des standards très élevés, faire un truc bien, over-delivery, enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment pas mal de compétences qui sont super importantes et qu'on oublie. On se focus à mort sur la vidéo, mais il y a plein de fois où on nous appelle, pas parce qu'on fait des vidéos, parce qu'au final, on fait tous les mêmes vidéos, tu vois. On a tous la même qualité d'image, on a tous la même, grosso modo, on fait tous les mêmes montages. Enfin, on fait à peu près tous la même chose, que tu prennes moi ou un concurrent. En vrai, c'est pareil. Mais ce qui compte, c'est plus humainement avec qui ça match. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour rencontrer des gens qui, humainement, se reconnaissent dans moi, dans mes valeurs, dans ma vision du monde, et du coup, avec qui ça peut matcher derrière, quoi. Au-delà de est-ce que je suis bon en vidéo, est-ce que c'est important, mais ça s'apprend. Ok. Il me reste que 2-3 idées. Bon, on a 1h10. Je voulais revenir sur un aspect que j'ai abordé la semaine dernière, c'est la polarité du contenu. Donc je suis parti en couille en mode ouais, moi je crois grave à mon contenu long, nanana, plus que les formats courts. Mais je vous ai pas expliqué pourquoi en fait aujourd'hui il y avait cette polarité du contenu et sur quoi est-ce que je m'appuyais pour avoir cette vision-là. Je vous ai donné ma vision, j'ai défendu comme un porc et j'ai fait un peu le mec, j'avoue. Mais je vous ai pas expliqué pourquoi en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une polarité du contenu aujourd'hui ? La polarité du contenu aujourd'hui, c'est qu'on a des extrêmes du très très court, donc du Reels, du TikTok, du Short, et du très très long, du podcast notamment, ce que vous êtes en train d'écouter là. Si vous êtes jusque-là, merci. Ou des vidéos YouTube. Les vidéos YouTube aussi, elles se sont rallongées. Et quand on regarde, notamment, on va regarder les mecs qui gèrent le game, genre Squeezie, Nox. Les vidéos aujourd'hui, elles durent entre 40 minutes et 1h30. Pourquoi ? Tout est lié à une baisse d'attention. Donc, pourquoi la baisse de niveau d'attention ? Donc, pour les formats courts, ça on comprend. Bon, il y a moins d'attention, donc il faut que ça passe vite, il faut que, tu vois, ça génère de la dopamine, ça va vite. Donc, il y a déjà ça, baisse d'attention. Et sur les formats longs, pourquoi ? C'est parce que quand tu consommes un format long, style un podcast, tu as besoin de moins d'attention et tu es souvent en train de faire autre chose. Donc, en fait, comme tu as une baisse de niveau d'attention, quand tu écoutes ce podcast, normalement, tu n'es pas assis sur ton canapé comme ça, à regarder dans le vide. Tu es probablement en train de cuisiner, en train de courir, en train de faire autre chose. Et donc, ton attention n'est pas figée là-dessus. Donc, tu as une attention moindre. À l'inverse, il y a 20 ans. Et au-delà de ça, pourquoi on regarde des vidéos plus longues, par exemple Squeezie Nox ? C'est parce qu'on a envie de faire moins de choix. Donc, il y a à la fois le baisse du niveau d'attention et à la fois un peu la flemme de faire des choix. Sur TikTok, quand tu défiles, l'onglet, c'est un For You. Donc, pour toi, c'est l'algo qui te suggère. T'as pas besoin de choisir en fait, c'est l'algo qui choisit pour toi. Le problème qu'a Netflix, la vraie concurrence de Netflix aujourd'hui, c'est TikTok. Parce que ce qui recherche les deux plateformes, c'est que les gens restent le plus longtemps possible chez eux. Le problème de Netflix, c'est que quand tu ouvres Netflix, il faut que tu choisisses un film. T'as plein de choix, t'es pas sûr de faire le bon, probablement que tu vas cliquer sur un truc. Et s'il est pas bien le film, ça veut dire que t'as perdu, entre guillemets, 2 heures. Bon, tout est relatif. À regarder un truc qui était pas si ouf. Et sur YouTube, c'est pareil. YouTube, si tu regardes une vidéo de 10 minutes, ça veut dire que dans 10 minutes, il va falloir refaire un choix de quelle vidéo je vais bien pouvoir regarder. Et donc, si tu te dis, je vais passer 2 heures sur YouTube, ça veut dire qu'il va falloir faire 10 minutes en 1 heure, ça te fait 6 vidéos. Il va falloir choisir 12 vidéos, genre. Alors, putain, le mec est bon en maths. Ouais, c'était laborieux, mon calcul mental. Alors que si tu regardes une vidéo longue, par exemple, de Inox ou Squeezie, déjà, tu sais qu'elles sont très très bien montées, donc pendant 1 heure, tu vas pas t'ennuyer. Et t'as pas besoin de faire de choix pendant 1 heure. Voilà. Donc c'est pour ça. Et pareil, donc tu regardes un film, un documentaire et tout. Si tu sais que sur quoi tu vas cliquer, c'est bien. L'avantage, s'il dure plus longtemps, c'est que t'as pas besoin de rechoisir. Voilà. Comment je justifie ma polarité du contenu dans ce que je recherche à faire
et dans l'évolution, à mon avis, du monde. On va aller vers du plus en plus court et vers du plus en plus long. Enfin, le plus court, on ne peut pas faire plus court et plus long, pas plus long, mais en gros, il va avoir très peu de formats de 10 minutes, 15 minutes, quoi. Ça finit un peu. Même 4-5 minutes, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'était lié à la semaine dernière quand je disais engagement vs statistique. Du coup, parce que format long, ils font moins de stats, mais ils engagent beaucoup plus avec la personne. Si jamais vous me découvrez dans ce podcast et que vous voulez creuser un peu plus sur ces sujets-là, je disais que la plupart des gens, des personnes dans la com en ce moment, ils sont matrixés par les stats et ils n'ont pas la notion d'engagement. Alors que ce qui compte pour vendre, c'est engager les gens. Je ne vais pas en parler plus aujourd'hui. Et pour terminer, on peut passer sur un truc un peu plus spirituel. Dans chaque podcast, dans la plupart des podcasts depuis le début, on parle un peu éveil spirituel, des aspects un peu de spiritualité liés directement au business, à la vidéo, etc. Et une des choses que j'ai envie sur lesquelles je veux travailler, donc je vous ai dit il y a quelques semaines, je me suis mis au yoga. Je travaille la spiritualité j'ai découvert la spiritualité il y a 6 mois. C'était cool d'ailleurs d'en parler avec Tony, parce qu'il est assez sensible à ça, il a fait du yoga, il s'est beaucoup formé là-dessus, donc c'était cool, on a rapidement parlé ce week-end. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça a bien fit. Et une des volontés que j'ai à travers cette pratique, une des difficultés que j'ai, c'est que je me suis mis à le pratiquer quand j'étais donc au château. C'est une villa avec plusieurs entrepreneurs et on était un peu dans notre bulle en gros. Et là, depuis Nove Mesto, je suis retourné dans la wildlife, je vous ai dit. Et ce que j'aimerais, c'est arriver à garder cette pratique quotidienne, donc notamment du yoga. Moi, ça passe à travers le yoga. Donc c'est pas du tout fait. Depuis une semaine, j'ai pas fait de séance, je crois. J'en ai fait une mercredi dernier. Mais garder au moins ce que ça m'apporte de bénéfique. Et ce que ça m'apporte de bénéfique, c'est de me sentir mieux avec moi-même et tout. Et une des problématiques que j'ai, c'est que quand tu passes beaucoup de temps avec tes clients, ça a beaucoup d'impact sur qui tu es, ta manière d'être, ta manière de voir le monde et tout. Ça, c'est la citation de base un peu cliché de « t'es les 5 personnes qui t'entourent ». Et quand tu fais un film pendant des mois avec un client, forcément que ça va avoir un impact sur ta vision du monde. Et je vous en ai parlé dans plusieurs podcasts où moi ça avait eu un gros problème l'année dernière. Comme je bossais sur un projet perso, je me suis retrouvé avec des clients qui n'avaient pas forcément trop de budget pour les vidéos et qui n'avaient pas forcément du coup une vision de l'argent qui matchait avec moi, et que ça m'a complètement ruiné ma propre vision de l'argent. Et surtout ma crise identitaire de la valeur que j'ai, la valeur que j'apporte à travers mon travail, combien ça peut coûter et tout. Voilà, donc ça c'est le problème à solutionner. Ensuite, il y a l'outil, donc ce que je vous ai présenté, c'est le yoga, la spiritualité et tout. Et donc l'objectif que j'ai avec tout ça, comment faire pour plus avoir l'impact de ses clients, c'est d'arriver à être imperméable aux gens. Imperméable aux gens quand on est dans la wildlife. Donc ça peut être nos clients, ça peut être aussi nos prestataires, nos collègues, etc., qui projettent leurs peurs, qui projettent leurs doutes, qui projettent, leur vision des choses, tu vois, leur blocage avec l'argent notamment. Je parle d'argent parce que comme c'est quand même un podcast où on parle souvent business et vidéo, mais ça peut être dans la création, tu vois, un manque de créativité ou une vision un peu erronée, ou en tout cas qui ne matche pas avec notre propre vision d'un sujet, d'un film, d'un docu, tu vois, d'une intention et tout. Et le problème, c'est que ça peut influencer, donc ça influencera forcément, parce que en tant qu'humain, on est méga influençable. Et moi, le premier, l'impact qu'ont les gens sur moi, c'est légendaire. Et voilà, donc ça me fait chier. C'est ça que j'ai envie de solutionner grâce notamment, j'ai trouvé l'outil du yoga, de la méditation, des respirations, des étirements, tout ça. Et parce que mon objectif, c'est de devenir imperméable aux gens. En fait, les autres sont souvent des miroirs de soi. Quand on critique quelqu'un, c'est souvent quelque chose qu'on voit chez nous qui nous manque. Quand on fait une éloge chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on a envie, souvent la plupart du temps, ou qu'on aime bien. Enfin, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas chez quelqu'un, peu importe en fait. Tout ce qu'on remarque des autres, c'est un miroir de d'un truc qu'on a chez nous. On déteste ou on aime ce qu'on voit chez les autres, ce qu'on déteste ou on aime chez nous en fait, très souvent. Et donc j'ai envie d'arriver à travailler à être le plus imperméable possible. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas pouvoir me laisser kiffer certains moments de folie, d'acceptation avec les autres, de vivre la vie, tu vois. Mais que quand je remarque qu'il y a un truc qui me tiraille, qui ne matche pas et tout,
au lieu de me laisser influencer, d'être en opposition, d'être contre ces gens-là, notamment, c'est parce que souvent, en fait, notre réflexe, quand on n'est pas d'accord, c'est d'être contre, dire tout ce qu'il dit c'est de la merde et tout, nanana, je suis pas d'accord, et essayer de monter comme ça en opposition. Mais quand t'es contre quelqu'un, t'es en appui sur, tu vois, être contre un mur, t'es appuyé contre le mur. Donc si le mur s'écroule, si la personne, si cette idée, tu vois, si ton idée existe, ou si ta vision du monde existe, c'est parce qu'elle est appuyée contre celle de quelqu'un d'autre. Donc elle existe que à travers celle de l'autre. Et ce que j'essaye de faire, donc, c'est d'être imperméable aux gens, d'être en mode ça m'impacte pas, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime. Mais en fait, tout simplement, je sais qui je suis au fond. Ça surtout. Je sais mes objectifs aussi, tu vois, ça peut être. Mais ça fait partie de qui je suis. Et donc les autres n'impactent pas sur moi, tu vois. Ils sont juste simplement un miroir. Et moi, si y a quelqu'un qui me fait un reproche, j'ai envie de le voir comme je suis simplement un miroir de lui. Et ce qu'il me reproche, c'est ce qu'il se reproche à lui-même. Quand par exemple je dis au gars, tiens, il y a tel truc que vous faites pas bien, en fait je le remarque parce que c'est un truc que moi-même je fais pas bien ou que j'ai potentiellement mal fait dans le passé, tu vois. Et j'ai vraiment envie de travailler sur cette imperméabilité parce que ça permet aussi d'être, je pense, plus sharp, plus pertinent dans les films qu'on fait. Parce que du coup, on va être moins influencé en tout cas par une vision très biaisée, très précise d'un sujet et garder un peu plus cette ouverture d'esprit. Donc ça se relie quand même beaucoup à ça. Et donc, je pense que ça peut vraiment, ce développement spirituel, donc cette ouverture-là, ouverture d'esprit, ouverture aux autres, tu vois, d'être dans l'acceptation des autres, accepter que, peut-être qu'il y a un truc qui va pas chez cette personne et c'est pour ça qu'elle nous juge, qu'elle est opposée à nous, et juste de dire, ok, j'accepte, cette personne, elle vit probablement des trucs qui sont durs, qui sont pas évidents, et c'est pour ça qu'elle me reproche ce truc-là, et j'accepte, tu vois. Et pour moi, c'est être imperméable, c'est passer par accepter à la fois ma position, accepter la situation de la personne en face, et dire, ok, c'est ok. Et je me laisse pas influencer. Pas en mode, je fais ma propre life, je suis pas influencé par les autres. Non, t'es forcément influencé. Mais je choisis par quoi je suis influencé. Et je suis influencé par les gens à qui j'ai envie de ressembler, et pas par les gens qui ont une vision du monde qui ne matche pas du tout avec ce que je veux. Avec ce que je veux faire, avec qui je veux être et avec où est-ce que je veux aller. Donc je pense que ça peut avoir un vrai impact sur la qualité de mes films, dans leur réalisation, dans ce que je filme, dans quelles histoires sur lesquelles les histoires sur lesquelles je me concentre, les aventures que je vis et tout. Et donc plus je suis imperméable, plus je vais pouvoir avoir une vision de la vérité. Donc pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, mais quand je dis je fais des films de vérité, c'est raconter une vision du monde, parce que forcément on est forcément biaisé par notre propre histoire. Et donc plus on est imperméable, moins on est biaisé. Donc ça a à la fois un impact sur ma santé mentale, parce que j'arrête de subir les influences dans tous les sens des uns des autres, et les blocages des autres, leurs blocages liés à l'argent, liés à la peur, tous ces trucs-là. Et à la fois aussi un avantage hyper important d'un point de vue professionnel, pour être plus pertinent dans mes sujets, plus pertinent dans mon écriture, dans ma réalisation, dans les moments que je passe avec les gens, tu vois, tout ça, quoi. Voilà. J'espère que cette idée finale vous aura plu. Je la trouve assez cool. J'avais vraiment envie d'en parler. Et c'est ce que je travaille en ce moment. J'ai essayé de travailler à Nove Mesto. Ce week-end, j'étais un peu sous l'eau, donc j'ai pas essayé de travailler, mais je m'en suis rendu compte. En vrai, je m'en suis grave rendu compte ce week-end, parce qu'il y a eu un élément qui s'est passé où il y a tout le monde qui était un peu en mode « Ah, c'est bizarre ce truc ». Je veux pas donner d'exemple concret. Voilà. Et moi, j'étais hyper détaché. Genre, je m'en foutais. J'étais dans l'acceptation. C'était pas en mode « Je m'en foutais ». Nique sa mère, vas-y, ça me saoule. C'était en mode, c'est ok, genre, c'est comme ça. Comment est-ce que je joue de ça pour que ça serve ma quête du week-end? Et je sais pas, j'ai vraiment eu ce sentiment où d'habitude j'aurais été rupteur dans les émotions en mode putain, casse les couilles, vas-y, c'est vraiment un enculé. Enfin, je sais pas, j'extrapole. Et là, j'étais en mode, non, c'est ok, je comprends, genre, ça m'étonne pas. Je veux juste que ça se passe comme on a prévu. Ça s'est passé très bien, ça s'est passé comme on avait prévu. Et en plus, j'ai pas subi ce moment de... J'ai pas pris les nerfs, j'ai pas été stressé, j'étais ok, genre. Ça veut pas dire que... Voilà, faut pas prendre le truc en mode peace, nanana, inshallah, tu vois, genre. Non, je vais tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Mais dichotomie du contrôle, il y a des choses que je contrôle pas. L'état d'une telle personne, ou son comportement et tout, je le contrôle pas. Par contre, je contrôle les inputs que je mets.
et comment je me sens par rapport à cette personne-là. Si je me sens énervé, c'est juste qu'elle reflète un truc en moi. Tu vois. Voilà comment je peux l'appliquer et comment je l'ai appliqué à la fois à Nové Mesto, à la fois ici et tout. Et comment, en fait, c'est une quête sans fin. Hein. Donc j'ai envie de continuer. Juste, je vous partage cette quête-là. J'espère que ça pourra faire écho avec vous. Et je trouve ça cool que ce soit quelque chose qui influence à la fois le domaine personnel de ma vie et à la fois le domaine plus professionnel, que ce soit dans la partie business, mais aussi dans la partie vidéo. Je trouve ça ouf. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ça fait 1h25 qu'on est ensemble. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Donc là je suis avec Thomas à Chambéry, on a des tournages, après on passe un coup chez Benji, et ce week-end on est sur la Coupe de France de vélo de UCL, la dernière de la saison. Donc ça va être bien cool, on va tout vous raconter encore sur YouTube, et évidemment avant que ce soit sur YouTube, dans ce podcast. Donc pense à t'abonner, n'hésite pas à me laisser un avis, à me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Je parle jamais d'Apple Podcast. Et on se donne rendez-vous peut-être lundi prochain, ça risque d'être chaud. Dimanche prochain, ça va être chaud. Lundi prochain, je suis sur la route. J'enregistrerai peut-être cet épisode sur la route en direction de Gênes pour le rallye de Sardaigne. Merci à tous pour votre écoute.